Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous appréciez votre repas. Alors, mesdames, messieurs, pour présenter notre conférencier invité, veuillez accueillir le président du conseil d'administration de l'Ordre des CPA du Québec, M. Alain Dugal, FCPA, FCA. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième conférence Prestige organisée par l'Ordre des CPA du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer ce midi, d'être avec nous ce midi. Je pense que votre participation aujourd'hui témoigne du fait que la mondialisation de la concurrence, la révolution numérique, la mutation dans la gestion des entreprises et l'intégration, l'inclusion de la diversité ou la nécessité d'inclure la diversité dans notre gestion résonnent dans vos réflexions et dans votre approche de gestion. Les entreprises, comme les gouvernements de par le monde, sont touchés à divers degrés par ces grands bouleversements. Or, vous le savez beaucoup, les CPA ont un rôle clé à jouer dans toute cette mouvance. Partout, à tous les niveaux, on doit remettre en question la façon dont on fait les choses. On doit souvent opérer des virages qui sont difficiles. On a parfois des choix douloureux à faire. Et il faut accueillir ces changements-là comme étant des occasions de grandir et prospérer comme société. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous me soulignerez ça. Eh bien, c'est justement pour nous donner des outils de réflexion qu'on a pensé qu'on s'est tourné vers Hervé Sériex, qui va nous proposer aujourd'hui, va nous entretenir sur la façon dont d'autres entreprises ailleurs dans le monde font face à ces défis. Alors, je vous le présente sans tarder. C'est un conférencier de renommée mondiale qui cumule plus de 40 ans d'expérience comme chef d'entreprise, professeur d'université et haut fonctionnaire. C'est un officier de la Légion d'honneur et du Mérite national français qui a parcouru l'Europe, le Japon, la Chine, les États-Unis et le Canada et qui est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur le management, les entreprises et la confiance. M. Sériex connaît très bien le Québec pour avoir séjourné régulièrement ici. Et régulièrement, ça veut dire, il me disait tantôt, c'est sa 104e visite. Alors, il est ici pour partager avec nous son expérience de gestionnaire. Il était ici pour partager son expérience avec les hauts fonctionnaires, des gestionnaires, des politiciens pendant toutes ces années-là. Il a été aussi le vice-président du groupe conseil CFC pendant près de 15 ans. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, accueillons-le chaleureusement. Alors d'abord, il faut lever un suspense dramatique. Votre entreprise survivra-t-elle au choc du réel? La réponse est oui. C'est sympathique d'avoir des dramaturgies de ce genre, mais en même temps, il faut se dire, les entreprises, ça vit, ça s'adapte, ça s'ajuste. J'ai plus d'inquiétude, en tout cas, quand je regarde mon pays, pour des organisations qui se sont plus habituées à penser qu'elles avaient l'éternité devant elles. Je pense à l'administration, qui devra, elle aussi, bouger, et très rapidement. Je pense, chez moi, à l'université, qui croit souvent encore qu'elle a du temps, alors qu'il n'y a pas de temps. Je ne suis pas inquiet pour les entreprises. Les entreprises sont habituées, presque par nature, à s'ajuster à un monde qui bouge.
Alors, le choc du réel, c'était le nom de mon dernier bouquin, là, qui a un sous-titre, Le choc du réel, quand la France se réveille en sursaut. Quand la France se réveille en sursaut. On est un pays sympa, mais un peu arrogant. Hein. Quand je vais au Québec ou ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui finit par me dire « Mais pourquoi vous, les Français, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes tellement distants, arrogants, suffisants ?» Je me hâte de dire « On ne réserve pas ça à l'exportation. Hein. On est aussi comme ça chez nous, entre nous. C'est une habitude. Comme ça, bon. Simplement, c'est une habitude sympathique, amusante, mais qui coûte cher. Parce qu'on n'écoute pas beaucoup les autres. Et les autres ont souvent des trucs à nous dire et des vérités à nous faire partager. Alors, le choc du réel, ils ont été évoqués à l'instant. Je vais en évoquer 4, mais ça ne sera que redire des choses qui viennent d'être dites à l'instant par vous-même. 4 chocs très durs qui transforment la totalité de nos environnements. Bon, le premier, c'est évidemment la mondialisation de la concurrence. Il faut qu'on ait en tête qu'en 25 ans, c'est pas loin 25 ans, c'est pas long, en 25 ans, le marché a été multiplié par 3 à l'échelle du monde. Il y a 25 ans, ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire un endroit où il y a l'offre et la demande qui se rencontrent, ça représentait 1,3 milliard de personnes. Brutalement, on est passé à 4 milliards. On est passé à 4 milliards d'abord parce que les pays communistes qui vivaient dans la glaciation soviétique en particulier sont arrivés sur le marché. Et puis le successeur de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, on ne savait pas que c'était un grand capitaliste. Hein, et il a dit « enrichissez-vous ». J'ai écrit 2 bouquins, dont un d'ailleurs avec un ami québécois, Laurent Chartier, sur la Chine. Les achetez pas, ils valent plus rien, ils valent plus un coup de cidre, tellement tout ça a bougé, a changé. Qu'est-ce que c'est qu'un pays totalement communiste et totalement capitaliste? Il n'y a pas de livre sérieux écrit sur le sujet. Ils sont arrivés, là, ils sont là. Un quart des taxis parisiens tenus par des Chinois. Le tiers des bureaux de tabac, maintenant à Paris, ils sont tenus par des Chinois. Ils sont partout. Bon. C'est bien d'ailleurs. En plus, ils sont très courtois. Ils sont très courtois et très présents. Et puis, il y a eu le Brésil qui est arrivé. Durant toute ma vie, on m'avait dit le Brésil a été et restera un pays d'avenir. C'était pas dérangeant, il n'était jamais là. Maintenant, il est là. Avec des hauts et des bas, pour l'instant quelques bas, hein, mais quand même il est là. Et puis l'Argentine, et puis tous ces pays. Donc brutalement, la concurrence a été multipliée par 3 et finalement, elle est devenue assez féroce. Elle est devenue dure, elle est féroce. Les entreprises s'en sont rendues compte parce qu'elles sont habituées à tenir compte de l'environnement. Je vois dans mon pays, l'administration ne l'a pas encore compris. Elle n'a pas encore compris que la concurrence mondiale, ce n'est pas uniquement la concurrence entre les entreprises, c'est la concurrence entre les pays, la concurrence entre les systèmes fiscaux, les systèmes éducatifs, les grandes métropoles. Et que le rôle de l'État est en train d'être repensé complètement. On s'aperçoit que les pays qui ont des États coupoles, qui veulent déterminer tout et réglementent tout, sont des pays qui ont des verrouillages et des paralysies considérables qui les empêchent d'aller vers le grand monde. C'est pour l'instant le cas de mon pays. Et puis, il y a d'autres pays où on n'a pas des États coupoles, mais des États corolles, qui essaient de valoriser toutes les compétences, les talents, les expertises, la liberté des villes, les systèmes de santé. C'est pas du tout la même chose. Hein. Je vois, et Dieu sait que j'aime mon pays, mais que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, la logique de l'État vis-à-vis de l'entreprise est une logique de 110 mètres haies. On rajoute des haies à sauter.
alors qu'il y a des pays dans lesquels l'État a une logique de curling. Hein. On va essayer avec le balai de permettre à la pierre d'aller le plus loin possible, et donc à l'entreprise d'être la plus efficace possible. C'est la mise en concurrence de ces systèmes qui aboutit à des pays qui marchent ou à des pays qui marchent moins. Hein. Cette concurrence, il y a une espèce de sottise ou de cécité qui fait qu'on croit que c'est simplement les entreprises qui sont en concurrence. Mais non, ce sont les systèmes d'État, ce sont les systèmes éducatifs, ce sont les universités. On en parlait tout à l'heure à table. Est-ce que on a un système éducatif dans lequel on peut poser des questions ? L'élève peut poser des questions, ou bien est-ce qu'on est dans un système dans lequel on a un professeur omniprésent, omnipotent, qui dit la vérité? Attention, c'est ça la vraie concurrence mondiale. Parce que c'est là que vont les talents ou que fuient les talents. Donc le premier choc, c'est celui-là, c'est celui de la mondialisation de la concurrence, mais concurrence des appareils d'État, concurrence des villes, concurrence des territoires. Et bien sûr, concurrence d'entreprises. Avec en même temps le fait que toutes ces économies du monde se tiennent les unes les autres, hein, et donc il peut se passer à l'autre bout du monde une catastrophe qui aura, par effet papillon, des retombées à l'autre bout du monde. Hein. C'est ce qu'on a vu avec la crise des subprimes. À tout moment, il peut se passer une catastrophe qui remet tout, qui remet tout en cause. Je vois, il y a, je sais pas, 1 mois, 2 mois, je discutais avec la ministre, la nouvelle ministre charmante d'ailleurs du tourisme, tunisien, qui disait ça y est, on est reparti. Ce pays qui vide son tourisme, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va faire depuis ce qui s'est passé hier? Et à tout moment, ça peut arriver. Mais ça rétroagit aussi sur le tourisme au Maroc. Mais ça rétroagit sur notre propre tourisme. Que va devenir la Grèce? Attention, hein, la construction européenne, pour l'instant, elle est médusée devant ce qui se prépare, à l'évidence, qui est un risque assez considérable de catastrophe potentielle, ou pas. C'est ça l'effet papillon. Hein. Ça peut avoir des conséquences navrantes ou pas. Donc on est dans ce monde dans lequel la concurrence est féroce, mais dans lequel aussi l'incertitude est multipliée par l'infini. C'est ce monde-là. Le deuxième choc, qui est aussi très lourd, et qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la révolution numérique. Je venais d'écrire un article qui s'appelait « Faisons gaffe à GAFA ». GAFA, c'est Google, c'est Amazon, Facebook, Apple, hein, et tous les autres, hein, qui sont en train de transformer le monde. Transformer le monde. Ils transforment le monde, quelques exemples qu'on peut donner assez facilement. Faut lire le très beau bouquin de Rifkin, Jérémy Rifkin, qui écrit « La société du coût marginal zéro », dans lequel on s'aperçoit que toute l'économie est en train d'être repensée. Elle est en train d'être repensée parce que, par exemple, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'amélioration de la productivité? Quand de plus en plus, nous les clients, nous faisons une large partie du boulot. De plus en plus, avant on remplissait nous-mêmes à la pompe, avant il y avait les pompistes, ensuite on a rempli nous-mêmes à la pompe. Ma femme fait ses courses sur le net et c'est elle qui fait le marketing de la boîte. Donc c'est assez étonnant de voir que de plus en plus on sous-traite aux clients une large partie du service qu'on se rend. Donc, que veut dire gain de productivité? Que va devenir la TPS, ou la TVA chez nous, hein, quand il y a déjà 800 millions de personnes qui échangent en peer-to-peer, de personne à personne, avec le bonjour de la TVA?
On est là avec des remises en cause très très profondes. Moi, je vois que dans mon pays, la TVA, c'est plus que l'impôt sur le revenu. Mais ça va maigrir. Que vont devenir tant de vieux professeurs d'université qui rabâchent leurs cours depuis très longtemps, alors que les MOOC et les tutoriels les périment, et qu'on peut avoir accès très rapidement aux meilleurs cours, et surtout bien meilleurs que celui du vieux prof d'université qui... J'étais prof d'université, et je suis en même temps vieux, et je peux vous dire, hein, bon, c'est le monde le plus clos que j'ai jamais vu de ma vie, chez nous. Chez vous, c'est merveilleux, sûrement. Bon. On n'est jamais trop prudent. Mais là, c'est un monde qui meurt chez nous, hein, et qui va mourir vite. On est là face à finalement un changement de société. Je vois de plus en plus de free agents, de collaborateurs libres qui participent à des Fab Labs et qui innovent à plein pot. C'est un truc qui me frappe beaucoup dans mon pays. Je parle du mien, parce que je ne vais pas parler d'ici, parce que je ne le sais pas, c'est ça. Mais dans mon pays, c'est fou ce qu'il y a des combats de retardement dans toutes les grandes organisations, et donc bien peu de créativité, alors que les nouvelles couches et les jeunes qui arrivent sont incroyablement ardents, créatifs, imaginatifs. On a raconté tout un tas de bobards sur une génération Y, une génération Z, ratiboisée. Ils sont créatifs comme c'est pas croyable. Je suis frappé de voir que même le monde des banques et de l'assurance, qui était quand même un monde de monopole et de ligopole très protégé, maintenant, on voit arriver le lending, j'ai oublié le nom, là, cette entreprise dans laquelle on peut mobiliser de l'argent de particulier d'une façon colossale. Et ça va très vite. Ça qui est d'ailleurs très frappant, c'est de voir la vitesse avec laquelle les Blablacar, Airbnb, toutes ces sociétés, toutes ces associations, ces sociétés deviennent gigantesques très vite. Très très vite. Alors les vieux de la vieille se rassurent en disant « Oh, on a déjà connu ça, ça va être une bulle et ça va exploser. » Ok, d'accord, mais toi aussi. Ça bouge. Et moi, je suis fasciné par ce monde. Comme tous les vieux, de temps en temps, je trouve que ça va très vite, et trop vite. Hein. Mais en même temps, je suis admiratif. Ce monde, sous nos yeux, est en train de fabriquer un autre monde. Et les jeunes qui arrivent sont porteurs d'une culture que nous n'avons pas. Tous les outils qu'ils ont, on se les a aussi appropriés, mais on a rajouté ça à notre palette d'outils. Pour eux, c'est à la place. C'est une autre façon de penser, de se rencontrer. Et de se rencontrer à égalité sur des réseaux, alors que nous, on a encore de la pyramide dans la tête. Lourde. Moi, le premier, d'ailleurs. Ah, mes enfants me font honte. Mais écoute, papa, on ne dit plus ça. On ne dit plus ça. Donc, le choc d'une mutation culturelle et technologique considérable, et qui nous prend un peu de cours, en tout cas, pour certains responsables d'entreprise. Un autre choc, il a été aussi cité, qui est assez considérable, c'est la mutation des emplois. La mutation des emplois, l'UNESCO vient d'écrire un rapport, avait écrit en 2005, mais a remis à jour en 2010 et remet à jour en ce moment, un rapport tout à fait étonnant qui s'appelle « Vers les sociétés du savoir », dans lequel ils disent tous les métiers, y compris le vôtre, tous les métiers sont à ce point télescopés par les nouvelles technologies, par les nouvelles habitudes et par les nouvelles façons de penser et d'agir de la nouvelle génération, qu'on peut considérer que 50% des connaissances qui sont aujourd'hui nécessaires pour tenir un job, c'est beaucoup plus amusant de travailler chez vous parce que c'est féminin, une job. Voilà. Donc, toutes les 50% des connaissances nécessaires, dans 10 ans, seront obsolètes.
Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Toutes les professions bougent, hein. La vôtre en particulier. Je me souviens, en 1995, j'avais eu, à l'époque j'avais une belle boîte de conseil, et j'avais pris personnellement le boulot de faire émerger le projet de la profession des experts comptables de mon pays, hein. Et déjà, à ce moment-là, on s'était rendu compte que au moins 60% des tâches qui intéressaient l'expert comptable 20 ans avant, ça ne faisait plus partie du boulot, quoi. C'était sous-traité à des progiciels. Ouais. Là, chez vous aussi, hein, ça va bouger, ça va changer. On voit bien que, en tout cas chez nous, les experts comptables, c'est de plus en plus des garçons et des filles qui sont des conseils, hein. Des conseils, surtout qui ont une vision de comment évoluent les données d'une entreprise dans le monde entier, de telle sorte qu'on puisse, dans quelques professions que ce soit, rappeler des ratios ressources humaines sur performance globale, avoir une perception mondiale de ce qui se passe chez les meilleurs. Donc c'est vraiment un rôle de conseil qui va devenir de plus en plus vital, hein. Beaucoup plus que le chiffre seulement. Il y a longtemps que c'est plus le chiffre seulement. Donc on a là, des métiers qui vont bouger, et en particulier bouger, là encore un rapport de l'OCDE fait frémir. Il ne faut pas avoir peur, il faut le regarder. Ce rapport de l'OCDE qui sort juste ces jours-ci est en train de montrer que dans les pays développés, il va y avoir vraisemblablement une polarisation des emplois avec des emplois de conception, de systémiciens, de grands managers, de stratèges. Et puis, à l'autre bout, beaucoup de postes d'exécution. Et ce qui semble devoir disparaître de plus en plus, c'est les boulots d'intermédiation, de cadres intermédiaires. Le modèle Amazon, hein. Amazon, c'est quelques penseurs, hein, quelques malins, quelques penseurs, hein, et puis de gigantesques entrepôts dans lesquels on prépare des lots. Le casse-pied, c'est que dans notre système éducatif chez nous, on continue à dire 80% d'une classe d'âge le baccalauréat, si possible des études assez intellectuelles, etc. Et le gars et la fille vont se retrouver en train de préparer des lots. Ensuite, on s'étonnera de voir apparaître un peu partout des mouvements du type Syriza, parce que ça crée de l'amertume d'avoir été formé pour faire des grands boulots et puis de n'avoir que des petits. Les jobs d'intermédiation, les jobs intermédiaires, hein, l'OCDE est assez formel, on voit combien c'est en train de disparaître. Ce qui, dans mon pays, pose une question de fond, c'est que chez nous, on parlait beaucoup de l'ascenseur social. Donc on pouvait commencer ouvrier ou employé, et puis il y avait des postes intermédiaires qui permettaient de monter. Si ces postes intermédiaires disparaissent, l'ascenseur social, il va monter à l'horizontale. Des vrais problèmes, hein. Alors, il ne faut pas avoir peur. Simplement, il vaut mieux regarder les choses qui vont arriver pour essayer de regarder comment on va faire pour faire avec. Donc, un autre choc, c'est les emplois changent de nature. Et puis, ça a été aussi évoqué, nos sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles. Ils deviennent multiculturels avec il y a les grands mouvements de population, soit des élites qui viennent se perfectionner ou investir. Je pense beaucoup à la Chine, qui est quand même très, très omniprésente là-dedans, avec une pensée stratégique forte. Ou bien ce sont des gigantesques masses de femmes et d'hommes qui viennent dans des pays développés parce qu'ils fuient la misère, ils fuient le terrorisme et ils fuient des destins sans espérance. Et ça pose dans nos
pays des problèmes considérables. Est-ce qu'on choisit plutôt le modèle de l'intégration? Est-ce qu'on choisit plutôt le modèle de communauté? Donc, est-ce que, en tout cas en Europe, est-ce que c'est plutôt le modèle anglais et communauté ou le modèle français qui théoriquement devrait être intégrateur? On ne sait pas. Quels sont les... Qu'est-ce qu'on accepte comme accommodement acceptable, hein? Qu'est-ce qu'on accepte? Je vois qu'il y a des mouvements très divers chez nous. Bon, vous avez peut-être suivi les soucis qu'on a avec le voile, le voile musulman, avec la nourriture, avec aussi, et qui ressort très vite, une espèce de racisme rampant, qui est... Vous êtes beaucoup plus habitués à du multiculturel, en tout cas moi je le perçois comme tel, hein. Nous, on a vraiment été fabriqués avec une espèce de vanité considérable qui est les autres doivent nous ressembler. Hein. Les autres doivent nous ressembler. Et un Français, c'est quelqu'un qui dit OK, ça marche en pratique, mais en théorie. C'est la théorie qui compte. Hein. Et on a en même temps beaucoup de bonnes qualités, on n'est pas méchants, hein, du tout, hein. Mais on est fermé. Il n'y a pas un Québécois qui n'ait pas une anecdote sur la façon dont on lui a parlé à Paris. Hein. Et je suis comme tout le monde, on me demande l'heure à Paris, tout de suite, je suis en recul, qu'est-ce qui se passe? On me parle. Mais c'est structurant, ça. Hein, c'est structurant. Bon. Et donc, on a ces problèmes-là, qui sont des problèmes graves. Des problèmes graves. Nous sommes un pays merveilleux, qui est très beau. Moi, je suis admiratif de mon pays. Je suis breton, en plus. J'adore ma Bretagne. Mais on n'a pas encore calculé combien ce type d'attitude qu'on trouve dans les grandes métropoles françaises coûte au tourisme français. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Parce qu'en même temps, ces anecdotes, si je cite ça, c'est le nombre de Québécois que j'ai entendu raconter des histoires là-dessus. Hein, et ça sent l'authentique. Donc c'est des vrais soucis. Hein. Bon. Puis on n'est pas obligé de parler couramment anglais, mais on pourrait savoir 2 mots, quoi. Si on a un taxi, par exemple. Les taxis à Orly ou à Roissy, aux grands aéroports. Vous allez où? Excuse me. Non, mais attendez, je vous ai demandé, vous allez où? Le pauvre type, il ne peut pas répondre, il n'a pas compris. Il y a quand même un petit minimum d'accueil. Vous allez où? Et c'est dommage parce qu'on a plein de trucs, on a plein de talents, et on a un beau pays, moi, que j'adore, hein, mais on a des petits trucs comportementaux qui ne nous prédisposent pas à la mondialisation. Alors, on s'en tire quand même pas mal, quand même. On n'est pas mort. Mais on pourrait faire mieux. Alors, les réponses des entreprises, maintenant j'ai parlé un peu des territoires ou des administrations, mais les réponses des entreprises à ces chocs, pour justement pour survivre, surtout pour vivre, hein, je vais en citer quelques-unes et qui sont quelques réponses vives et importantes. La première, c'est développer son attractivité. Entreprise développe son attractivité, essaie de faire en sorte qu'on a envie de venir dans cette entreprise. Développer son image employeur. On avait fait une petite étude très récemment, elle a même pas 2 mois d'ancienneté, cette étude, dans laquelle ont été demandés à
3000 dirigeants français. C'était quoi les caractéristiques majeures d'une entreprise attractive? C'était les suivantes, sur 3000 personnes. Donc ça a été fait de décembre 2014 à février 2015. Caractéristiques majeures: agilité, entreprise agile, rapide, souple. C'est une entreprise qui n'est pas gourmet, rapide, vive, avec des dirigeants avec qui on peut parler, et non des dirigeants lointains. On finit par les voir que quand ils passent à la télé. Vraiment des dirigeants présents, agiles. Deuxièmement, l'innovation. Mais qui dit innovation dit acceptation des idées venues d'ailleurs, mais aussi acceptation des idées venues de l'intérieur. Plutôt que de dire, non, écoute, toi, tu es employé, tu n'as pas d'idée, puisque tu es employé. J'ai été délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté. C'est le gars qui anime le réseau des 600 missions locales qui s'efforcent d'aider les jeunes qui sont les plus loin de l'emploi à y arriver. Et j'ai été nommé par un gouvernement de droite, par le gouvernement de M. Juppé, puis il a perdu son job, et donc on a changé de majorité. J'ai été renommé par un gouvernement de gauche, le gouvernement de Jospin, et j'ai pas vu la différence, parce que tout là-haut, dans les grands secteurs administratifs, mais aussi dans les grandes équipes de direction des grandes entreprises, c'était que des gens qui sortaient de l'École nationale d'autisme, des garçons et des filles remarquables, mais élevés hors sol, et qui, par nature, n'écoutaient pas le terrain. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas, ils ne l'avaient jamais rencontré. C'est des gens qui avaient commencé leur carrière au sommet. Ce qu'il y a de pire. Donc, entreprise agile, innovation, intelligence collective, responsabilisation. J'ai préféré ça à empowerment, mais c'est vraiment faire en sorte que le maximum de personnes soient responsabilisées. Coopération entre les services et, bien sûr, digitalisation. Bien évidemment, Confère Supra. Donc des entreprises qui sont attractives parce qu'on dit passer dans cette boîte, c'est un diplôme de plus. C'est ce que vous me disiez dans des cabinets d'expertise comptable dans lesquels on bosse beaucoup et ensemble. Et en sortir, c'est un diplôme de plus. Donc, l'attractivité, que à la fois ceux qui sont dedans, dans ces entreprises, donnent l'image de personnes qui sont ravies d'être là, parce que c'est une boîte agile, c'est une boîte innovatrice, c'est une boîte à laquelle on innove, il y a de l'intelligence collective, il y a de la responsabilisation très vite. Et en même temps, les gens qui sont dehors disent « j'aimerais bien aller dans cette boîte, je voudrais aller dans cette boîte ». C'est ça, le premier, c'est vraiment travailler l'attractivité, la vraie attractivité, c'est-à-dire que ce ne soit pas une espèce de discours, élément de langage pour faire joli dehors, mais que ce soit la vérité, une vérité qui transfuse à travers les collaborateurs. Deuxième domaine dans lequel l'entreprise aujourd'hui doit faire des progrès, et elle en fait, c'est le fonctionnement en réseau. Et là, le fonctionnement en réseau, je lui trouve fonctionnement réseau, je lui trouve au moins 3 applications. Ça va revenir sur un débat qu'on avait à table tout à l'heure. Le premier, c'est les entreprises qui vont s'en tirer sont des entreprises qui ont vraiment opté pour le management multiplicateur, c'est-à-dire qui ont vraiment quitté Taylor. Parce qu'il y a aujourd'hui l'apparence d'un abandon du taylorisme, mais on a remplacé dans beaucoup d'entreprises le taylorisme des tâches par le taylorisme des informations, avec SAP, avec des organisations en processus dans lesquelles chacun a droit à son petit quantum d'informations. Ça, c'est du taylorisme.
Qu'est-ce que c'était que Taylor? On était à la fin du 19e, au début du 20e, il fallait faire la révolution industrielle, et pour ça, il fallait faire entrer par millions dans les fabriques des paysans analphabètes. Et la grande idée de Taylor, c'était de dire, puisque ces gens sont techniquement nuls, eh bien, je vais organiser le travail autour de leur nullité. Hein. Et on a cassé le boulot jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun sens, et qu'on arrive à la tâche. Hein, c'est Charlie Chaplin dans l'État moderne. Voilà. Tu mets 2 parpaings dans la brouette et tu vas là. Il allait très loin, le père Taylor, il disait il faut que la tâche soit si simple qu'elle puisse être faite par un gorille intelligent. Alors on mettait 5 gorilles en batterie, au-dessus on mettait un chef gorille, un agent de maîtrise, et puis quand il y avait 5 gorilles et 25 gorilles et 5 chefs gorilles, on mettait un super gorille, un cadre, on appelait, hein, et ça marchait. Hein. Mais je rappelle que c'est comme ça que travaillent les petits Chinois, encore, pour pas longtemps d'ailleurs à mon avis, mais ils sont payés 10 fois moins cher. À ce prix-là, on est mort. On est mort. Donc la nécessité aujourd'hui de bien passer de l'addition de tâches convenablement exécutées à la multiplication d'intelligence interactive. On n'en est plus à tu feras 10, tu feras 10, tu feras 10, le contremaître va veiller à vérifier que tu as bien fait 10, que tu as bien fait 10, que tu as bien fait 10, et surtout, tu ne penses pas, parce que si tu penses, tu fous en l'air mon organisation. Donc la performance de l'entreprise ne peut jamais être supérieure à 10 plus 10 plus 10 égale 30. Pas d'intelligence ajoutée. Alors qu'aujourd'hui, dans cette bataille très dure d'aujourd'hui, cette concurrence terrible d'aujourd'hui, on est obligé de passer à la multiplication d'intelligence interactive autour d'objectifs partagés. 10 multiplié par 10 multiplié par 10 égale 1000. Alors 10 plus 10 plus 10 égale 30, ça s'appelle l'organisation scientifique du travail. Au prix où on est payé, ça ne vaut plus un coup de cidre. 10 multiplié par 10 multiplié par 10 égale 1000, ça s'appelle le management. C'est nouveau, ça vient de sortir. Simplement, ça suppose que le manager soit quelqu'un qui soit capable d'amener quelqu'un, des collaborateurs, à apporter leur intelligence. Alors que la plupart du temps, les gens n'en ont aucune envie. Là, à l'apporter, à le multiplier avec celle des autres. Alors qu'en général, on n'en a aucune envie. Autour d'objectifs, encore faut-il en avoir. Partagés, t'as le bonjour. Attention, hein. Et ce n'est pas le fait d'avoir des beaux diplômes qui fait un bon manager. Hein. Qu'on arrête, il faut vraiment déconnecter les deux. Manager, c'est de la pâte humaine. Hein. Attention, tout ça, c'est pas pour être gentil. Hein, parce que le dernier gars qui était un peu social, c'était Taylor. Hein, on disait tais-toi et vise, mais pendant ce temps-là, tu peux penser à autre chose. Là, maintenant, j'ai besoin de ton intelligence. Hein. Attention, là, les petits Chinois attaquent. Hein. C'est un boulot de chien. Et chez nous, on continue encore à croire qu'un gars qui sort de l'école centrale est forcément inférieur à un polytechnicien, puisque voilà. Et donc on va plutôt nommer le polytechnicien. Et il y en a qui sont bons aussi pour faire ça, hein. Mais la plupart du temps, non. Sur cette qualité humaine, hein, ils ont tellement travaillé quand ils avaient 20 ans qu'ils n'ont pas eu le temps de développer cette chaleur humaine qui à 40 ans, on a pris plein de coups sur la gueule et on s'est relevé et on est devenu un gars ou une fille capable d'animer des équipes. Hein. C'est sérieux d'animer des équipes, hein, pour faire une performance. Tout ça, c'est pas du tout pour être gentil, c'est pour faire de la performance. Hein. Donc, les entreprises qui vont s'en tirer, elles savent mettre à des points de responsabilité des managers qui ont la compréhension des autres pour faire la performance. Donc, le premier effet réseau, c'est on passe de l'addition de tâches à la multiplication d'intelligence dans les équipes, avec des bons managers. Le deuxième transformation réseau, là c'est plus Taylor qu'on met en cause, c'est Fayol. Fayol était un organisateur conseil qui disait dans une entreprise, tout le monde ne peut pas tout faire en même temps, on est obligé de spécifier les fonctions. Il y a la fonction achat, fonction production, fonction vente, fonction comptable, etc. Et c'est vrai, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais le drame commence au moment où on nomme le chef du service achat, le chef du service production, le chef du service vente, parce que très vite ce garçon ou cette fille, mais c'est plutôt un tropisme masculin, il va dire, c'est mon service, c'est mon budget, c'est ma secrétaire, c'est ma chaise, c'est à moi. Et il fait pipi aux 3 coins de son territoire, c'est à moi, mon service à moi. Et pendant ce temps-là, le client croit qu'on pense qu'à lui. Mais non,
Mais non, on joue à pouvoir parce que c'est marrant. Moi, je suis devenu très jeune directeur général adjoint d'un grand groupe agroalimentaire, le groupe Le Sieur, que j'avais maillé avec Culinard à l'époque, je me souviens, parce que j'étais très doué pour ça. Vous savez, on tire le tapis sous le pied d'un collègue, on fait semblant, c'est pas moi, c'est un autre, bref, on se marre. Ça fait partie de la rémunération globale. Puis j'étais bon, en plus. C'était très bon. Et donc, il poussait. Enfin, bon. Et bien maintenant, c'est dommage, mais on ne peut plus jouer à ça. Avec la bataille mondiale, aujourd'hui, on garde bien dans nos entreprises la même anatomie, avec des services séparés, mais avec une autre physiologie, on les fait travailler au service les uns des autres pour aller le plus vite possible jusqu'au client. Alors, on s'organise en flux tendu, on s'organise en processus, on s'organise pour la démarche qualité, etc., pour aller le plus vite possible jusqu'au client et pour le moins cher possible. Ça veut dire qu'il ne faut plus jamais nommer à la tête des services de nos entreprises des femmes et des hommes de pouvoir. Parce qu'ils vont confisquer leur territoire. Et ça coûte des fortunes. C'est ce qu'on appelle l'entreprise fantôme, à peu près 30% de valeur ajoutée non vendable. Attention, ça remet bien en cause la façon dont nous allons promouvoir des gens à des postes de responsabilité. Est-ce qu'ils vont capturer leurs services ou mettre leurs services au service des autres services? C'est tout à fait différent. Et ça remet en cause aussi nos systèmes de reward, nos systèmes de récompense. Il est bien clair qu'on va valoriser celui qui met son service au service des autres plutôt que celui qui capture son service et on dit un machin, un tel, je peux même pas aller dans son service et il a fermé toutes les écoutilles. Ça coûte des fortunes, ça. Les hommes de pouvoir ou les femmes de pouvoir dans une entreprise, ça coûte des fortunes. Aujourd'hui, il faut être agile, rapide. Une autre transformation, c'est l'utilisation des réseaux. Moi, je me souviens, j'ai connu une période, ça va vous faire sourire, mais j'ai commencé, moi, il y a très très longtemps. Certains n'étaient pas nés, qui sont dans cette salle. Voilà. Oh, puis il y en a d'autres. Voilà. Je me souviens, j'ai démarré ma vie professionnelle comme cadre dans une grosse entreprise qui s'appelait la Thomson. Et à l'époque, c'est une grande pyramide très lourde, très très lourde. Hein. Mais quand un collaborateur, pour des raisons de service, voulait parler avec quelqu'un qui était au même niveau dans un autre service, il fallait qu'il passe par sa hiérarchie. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Tout était ralenti, tout était... Bon, maintenant, on appelle quelqu'un qui est à un autre, au même niveau ou ailleurs. Si on en a besoin, on l'appelle. Enfin, bon. C'était terrifiant. C'était une structure quasi militaire. Hein. La discipline faisant la force principale des armées, il importe... Voilà. Et le résultat, ça coûtait des fortunes. Hein. Et maintenant, on travaille en réseau très vite. Bon. Donc, premièrement, développer l'attractivité, agilité, etc. Développer le fonctionnement en réseau, tout à fait vital. Troisièmement, c'est développer l'innovation permanente. Développer l'innovation permanente. Ça, c'est un problème de fond parce que... Vous allez dire, ce petit Français, il n'aime pas son pays. Si, j'adore mon pays. C'est pour ça que je disais, je suis ravi de venir très souvent au Québec, parce que je vois mon pays de loin. Ça me permet de voir des trucs qu'on croit qu'on fait bien, puis qu'on ne fait pas bien. Alors ensuite, on peut essayer de les faire mieux. Voilà. Mais on n'est pas un pays innovateur. On est un pays conservateur. Hein. Que ce soit la droite ou la gauche, on est un pays d'État. Et donc, il y a des gens qui ont le droit d'innover, ils sont payés pour, mais quand c'est quelqu'un à la base qui a une idée, ça compte pas. J'ai découvert, moi, que j'étais, justement, c'est quand j'étais chez Le Sieur, que j'étais un gars qui bloquait l'innovation de ses collaborateurs. C'est une histoire que j'ai racontée déjà souvent ici, c'est l'histoire de boîte à clous. Donc Le Sieur, grosse boîte agroalimentaire, et il y avait au siège social, il y avait un gars qui était là depuis 20 ans et qui faisait des petites besognes, recoller les bouts de moquette, réparer le téléphone, voilà. Il était toujours habillé en gris, on l'appelait boîte à clous, ça nous faisait bien marrer, lui, pas du tout. Et le type qui arrivait le plus lentement possible quand on l'appelait, faisait le boulot en grognant, partait sans dire au revoir, vraiment le gars épanoui.
Et un jour, elle est dans mon bureau et en train de recoller un bout de moquette. Et mon boulot à l'époque, c'était de prendre des 33 ou 34%, ça dépendait, de capital dans des grosses boîtes de l'agroalimentaire du pays. Et je dis à mon interlocuteur, cette boîte m'intéresse, j'aimerais que tu trouves comment a évolué sa marge brute d'autofinancement durant les 3 dernières années. Parce qu'à l'époque, on faisait une moyenne sur 3 ans, multiplié par, je me souviens, sur 3 ans, oui, et on commençait à avoir une première évaluation de la valeur vénale du cabinet, de la boîte en question. C'était à l'époque une grosse approximation. Je repose mon téléphone et boîte à clous se relève comme ça, elle me dit « Monsieur Seriex, vous avez bien raison, la marge brute d'autofinancement, c'est essentiel. » Attendez, vous connaissez la marge brute d'autofinancement ? Oui, c'est vraiment... Moi, c'est un ratio dont je me sers beaucoup. Alors, je lui dis, écoutez, venez, là, il faut qu'on discute, parce que je ne sais plus où je suis, moi. Et ce gars qui faisait ses besognes chez nous depuis 20 ans, depuis 10 ans, il était le vice-président trésorier du Red Star, un grand club sportif polyvalent de la région parisienne. Il lui passait à l'époque des millions de francs par les mains pendant le week-end. Et il avait manifestement de belles réactions de gestionnaire. Alors je lui dis, mais cher monsieur, comment se fait-il qu'ayant ce talent, vous ne nous l'ayez jamais dit ? Ben, vous ne me l'avez jamais demandé. Et in coda venenum, je lui dis, mais cher monsieur, cher ami, connaît la marge brute, c'est un copain. Alors, je lui dis, mais cher monsieur, comment se fait-il que, ayant cette compétence, vous continuez à faire chez nous ce travail intéressant, mais somme toute un peu modeste ? Il me dit, monsieur Seriex, il ne parlait pas de l'Ossière. Monsieur Seriex, vous m'avez toujours pris pour un con, alors j'en fais pour le prix. Et c'est là que je me suis rendu compte que je fermais ce type. Je le rencontrais de temps en temps dans l'ascenseur, et je lui disais, bonjour, ça va ? Il se voyait non vu. Quand on se voit non vu, on n'apporte rien. Quand on réduit les personnes à ce qu'on en attend, on passe à côté de tout ce qu'elles pourraient donner. Or, il y a les petits Chinois qui attaquent. On a besoin de ça. Hein, c'est pas pour être gentil. Hein, une entreprise, c'est pas un patronage. On a besoin. D'ailleurs, la fin de l'histoire est marrante parce qu'il était encore pour 1 an avant la retraite chez nous. Je l'ai nommé chef du service voiture parce qu'on avait beaucoup de bagnoles pour se faire référencer chez Leclerc, enfin chez Auchan, enfin chez tous les grands distributeurs. Hein. Et il a dirigé son service très bien pendant la dernière année. Mais avant qu'il ne prenne son nouveau job là, au service voiture, je lui ai dit, mais avant de prendre ce nouveau job, j'aimerais que vous transfériez vous formiez votre successeur pour ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Il m'a dit, monsieur Seriex, au moins depuis 5 ans, le plus petit calcul économique vous aurait montré que ça coûte moins cher de faire appel à des services extérieurs. Le bougre avait frappé 2 fois. Et c'était par ma faute. Attention, tout ça, c'est pas pour être gentil. C'est que la bataille est dure et qu'on a besoin de la créativité de tout le monde. De tout le monde. Et puis, toujours développer l'innovation, c'est bien découvrir qu'en particulier, je pense à une forme d'innovation moi, qui me marque beaucoup en ce moment, c'est... beaucoup d'entreprises ont cru pendant longtemps que la meilleure façon de bien fonctionner, c'est d'avoir tout leur personnel à eux. Or, de plus en plus, maintenant, il y a des nouveaux types d'emplois, il y a des self-employees, il y a des auto-entrepreneurs, il y a ce qu'on appelle les slashistes de plus en plus chez nous. Hein. C'est des jeunes qui quand on leur demande de se présenter, eh ben, ils ont des petits boulots, slash, et ensuite ils disent, et en même temps, j'ai un orchestre de rap, slash, en même temps, j'ai 2 gamins, slash, et mon équilibre, c'est de gérer ma holding, et tout ça. Hein? Et ce sont des gens qui apportent, qui sont très originaux. Hein? J'ai présidé pendant 5 ans, la Fédération française des groupements d'employeurs. Hein. Je vais décrire ce que c'est qu'un groupement d'employeurs, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, hein. C'est dans un bassin d'emploi donné, un bassin de vie donné,
plusieurs entreprises peuvent avoir des besoins de personnel qui sont identiques, mais vraiment à temps partiel. Ils créent un groupement d'employeurs, et ce groupement d'employeurs va recruter ces personnes, tricoter des bouts d'emploi pour faire un emploi à temps complet, et gérer ces personnes de telle sorte que 2 jours par semaine, ils vont être dans la boîte A, 3 jours par semaine, ils vont être dans la boîte B. Et ça a eu maintenant des effets considérables, par exemple dans ma Bretagne, dans laquelle le groupement d'employeurs Vénétis, qui regroupe 250 entreprises qui ont constitué le groupement d'employeurs, avec 150 salariés qui sont tous à temps complet, et qui travaillent 2 jours par semaine dans une entreprise, 3 jours par semaine dans l'autre, ça permet à des PME d'avoir accès à des expertises très pointues de DRH, de comptables, de marketeurs, de qualiticiens ou de qualiticiennes, avec des garçons et des filles qui font des progrès colossaux, parce que quand vous avez une expertise et que vous la développez dans 2 ou 3 entreprises à la fois, vous allez beaucoup plus vite que si vous la développiez uniquement dans une entreprise. Et c'est en train de devenir l'accélérateur de performance de tout le département du Morbihan. Voilà l'innovation. C'est l'inverse, c'est totalement l'inverse de l'intérim, puisque ce sont des personnes qui sont à temps complet, qui ont un véritable employeur, qui est le groupement d'employeurs, et en même temps qui ont la capacité de travailler dans 2 ou 3 entreprises à la fois, ce qui les développe d'une façon assez stratosphérique. Voilà, encore des innovations. Voilà. Donc, premièrement, attractivité. Deuxièmement, réseau. Troisièmement, développer l'innovation permanente. L'innovation permanente. Aujourd'hui, dans cette bataille de chiffonniers qu'est la concurrence mondiale, il faut, dans tous les domaines, avoir toujours une innovation d'avance. Alors, très vite, elle va être piquée, parce que tout se sait, mais il faut en avoir une autre. Innovation d'avance. Et puis, vous le voyez bien, le carburant de tout ça, le carburant de l'attractivité, le carburant de la vie en réseau, le carburant de l'innovation collective, c'est la confiance. Je suis très très heureux de voir que, coup sur coup, un de nos meilleurs économistes, Jean-Paul Fitoussi, et un de nos essayistes que vous connaissez, qui est Alain Minc, viennent l'un comme l'autre de rappeler qu'aujourd'hui, l'équation traditionnelle qui est la performance est égale au capital multiplié par le travail. Eh bien non. Aujourd'hui, la performance, elle est égale au capital multiplié par le travail, multiplié par la confiance. La confiance est devenue une variable dure, une variable hard, une variable vitale pour pouvoir travailler en management multiplicateur, 10 multiplié par 10 multiplié par 10 égale 1000, pour pouvoir travailler en transverse, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec ce fonctionnement de chaque service au service des autres services. Innovation aussi. Si des salariés, des collaborateurs n'ont pas confiance les uns dans les autres, et surtout s'ils n'ont pas confiance dans les étages d'au-dessus, un truc est sûr, c'est que ce sera de la défiance généralisée. Et ça coûte des fortunes, avec des gens qui simplement viennent là pour consommer leur temps. Attention, on a besoin d'intelligence, d'autant plus que tous nos pays, on s'est donné le mal de faire monter en compétences les garçons et les filles qui entrent ensuite dans la vie professionnelle. Donc vraiment, il faut mobiliser tout ça, et c'est la confiance qui est au cœur de tout. Or, mon pays, j'en suis désolé, dans tous les classements mondiaux, arrive en avant-dernier ou avant-dernier rang pour la confiance entre les dirigeants, les dirigés, les managers et les managés, les sujets et leurs chefs. Il n'y a pas confiance. C'est un boulot de chien. Alors vous allez avoir la chance, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous allez avoir la chance d'avoir à Montréal, je crois que c'est le 21 et le 22 mai, le sommet international de la confiance dans les organisations. Truc génial.
Bon. Moi, je suis très heureux que ce soit ici que ça se développe, puisque j'ai écrit 2 bouquins sur le confiance mode d'emploi à l'intérieur des organisations, et le petit outil sur lequel je vais chuter, le petit outil que j'ai recommandé, on l'a élaboré sur les bords du lac Saint-Jean. Donc cet outil, dont on parlera d'ailleurs en particulier à ce grand sommet qui est organisé par l'Institut de la confiance dans les organisations. Je sais pas où est Donald. Il est là, Donald. Voilà. Une des chevilles ouvrières, ou la cheville ouvrière de cette manifestation considérable, dans laquelle il y aura des Australiens, des Américains, des Québécois, des Européens, sur comment faire en sorte que la confiance devienne vraiment l'espèce de pétrole de la performance dans nos entreprises. Alors je trouve qu'il y a plus de confiance entre les niveaux et entre les personnes dans un pays comme le vôtre. Chez nous, non, c'est dur. Alors, je vais conclure justement sur les 10 clés du management de la confiance, telles qu'on l'a élaboré, je vous ai dit, au bord du lac Saint-Jean il y a maintenant 5-6 ans, mais maintenant, ces 10 clés du management de la confiance ont traîné leur guêtre sur beaucoup de pays et dans beaucoup de continents. Et donc, je reviens à la maison mère et au Québec pour les rappeler. Ces 10 clés du management de la confiance à l'intérieur de l'entreprise, parce que sans ça, on n'aura pas de management multiplicateur, parce que sans ça, on n'aura pas de fonctionnement transversal, parce que sans ça, on ne pourra pas fonctionner en réseau à l'intérieur de l'entreprise. Ces 10 clés, comme c'est moi qui tenais la plume et que malheureusement aujourd'hui, ce qui me menace, c'est Alzheimer, j'ai besoin de moyens mnémotechniques, et donc j'ai essayé de faire en sorte que chacune de ces clés, ça soit un substantif commençant par un C. Comme ça, je m'en souviens. Bon. La première clé, c'est le cap, donner du cap. Voilà. Donner du cap. Je peux encore terminer ? Oui. Ouais. Donner du cap, donner du sens. Donner du sens. Et ça, c'est tout à fait vital quand on est chef d'entreprise ou patron d'un cabinet. Donner du sens. Rappeler le sens de ce qu'on fait. C'est vital. Et beaucoup de chefs, de dirigeants ne le rappellent pas, ils croient qu'ils l'ont dit une fois, que ça suffit. Non, le grand spécialiste de la communication McLuhan dit c'est tellement difficile de percuter le cortex de quelqu'un avec une idée nouvelle qu'il faut en général la répéter au moins 17 fois. Donc rappelez le cap. Chaque lundi matin, quand on fait sa petite réunion de début, rappelez. Je vous rappelle que cette année, c'est ça qu'on essaie de faire. Cette année, c'est ça qu'on essaie de faire, rappeler le cap. C'est ça qui permet de faire se prendre en masse la confiance de tous les acteurs. Deuxième C, c'est la cohérence. Si on annonce des valeurs, il faut les vivre. Le nombre d'entreprises que j'ai vues qui annoncent dans leurs valeurs, valeur numéro 1, le respect du client, respect de nos collaborateurs. Non mais, respect des collaborateurs, t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire. Non mais, t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire. Attention, la cohérence avec ce qu'on a dit. C'était Jean-Paul Sartre qui disait « La confiance, ça se remplit par gouttes et ça se vide par litres ». Moi, je suis un vieux marié de 53 ans, un professionnel. Eh ben, je sais que dans une longue vie de couple, il y a toujours un moment où on a bu un coup de trop, on dit une phrase « Ah, terrible, il faut 1 an pour remonter. » Si on remonte. Mais attention, un dirigeant, il a la responsabilité de contrôle de ses mots. Parce que sans ça, la confiance... La coopération, faire en sorte que nos collaborateurs sachent coopérer. Et pour qu'ils sachent coopérer, il faut que non seulement ils sachent bien leur métier, mais qu'ils aient compris le métier de ceux qui sont en amont et en aval. Sans ça, ils ne peuvent pas coopérer. C'est Peter Drucker qui l'avait très bien décrit. Bon, la communication, mais la vraie, c'est pas en s'envoyant des emails qu'on communique, ça se saurait, il y a un gars qui l'aurait vu. L'information n'est pas la connaissance, la circulation de l'information n'est pas son traitement, et surtout n'est pas son partage. La vraie communication, c'est on sort de son bureau et on va rencontrer les gens. Et au moins 1 fois par semaine. Ah oui, mais on n'a pas le temps. Eh bien, tu gagnes du temps, fiston. Gardez.
C'est Bill Gates qui m'a appris ça. J'ai eu la chance de participer à un voyage autour du monde en 93 de chef d'entreprise. On avait été à Seattle chez Microsoft et c'est Bill Gates qui a dit, moi je passe du temps à aller sur le terrain, rencontrer les gens. Communication. Bien sûr, la compétence, hein, mais bien sûr, il faut être compétent. Mais celle dont je parle, c'est celle qui renvoie à l'étude de l'UNESCO qui dit attention, il va falloir 50% des connaissances qui aujourd'hui sont nécessaires pour tenir un job seront obsolètes dans 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en permanence, il ne faut jamais tolérer qu'un de nos collaborateurs maîtrise son poste. Parce que s'il maîtrise son poste, la routine commence. Si la routine commence, la non-qualité pour demain, et les accidents sont pour après-demain. Donc vraiment être capable en permanence de donner un petit défi à chacun pour qu'en permanence il apprenne. Et puis la créativité, j'en ai parlé, hein, la convivialité, que le climat soit quand même pas trop mauvais. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle le contrat social, surtout avec les jeunes. Hein. Les jeunes, ils sont vachement bien, hein, sauf que beaucoup de jeunes ne sont pas mal élevés, ils n'ont pas été élevés du tout. Hein. Alors, être à l'heure, être courtois, être poli, ça fait partie du job. Et puis, le changement. Hein. On va changer tout le temps et c'est pas commode parce qu'on n'aime pas changer. Moi, quand j'ai 2 degrés de différence, je vais chez le Toubib. Et collectivement, on déteste encore plus changer. C'est le célèbre principe d'Archimède. Toute idée neuve plongée dans une société reçoit de celle-ci une poussée verticale inverse égale à la masse de son conservatisme. Vous pourriez un truc comme ça. Hein. Donc, quand on est en charge, ben, c'est pas commun. Et puis, dernièrement, c'est courage. Hein. Avoir le courage de soi-même de se remettre en cause quand ça va pas très bien. Hein. Et je chute là-dessus. J'ai fait, il y a 12 ans, j'ai fait brutalement un infarctus. Donc, je me suis retrouvé à l'hosto. Et quand on est passé pas loin du sapin, on se met à réfléchir aux choses essentielles. Hein. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme effort sur moi-même pour être capable de créer de la confiance dans mes équipes. Et je me suis rendu compte, catastrophe, qu'il fallait que je fasse encore 12 efforts sur moi-même. Donc, je vous dis, je ne suis pas bon. Hein. J'ai essayé de traduire chacun de ces efforts par un substantif commençant par un E, d'où ma douzaine d'œufs que je me file tous les matins, ma petite omelette. Hein. Je vais chuter sur 2, qui me semblent tout à fait vitales. Premier, c'est enthousiasme. Hein. Parce que il faut qu'on soit capable de faire en sorte que nos collaborateurs passent de 10 plus 10 plus 10 égale 30 à 10 multiplié par 10 multiplié par 10 égale 1000. Il faut qu'on ait vraiment les yeux qui brillent hein, tous les matins, hein, que vraiment on vende un peu de désir d'eux, un peu d'envie d'eux. Hein. Mais moi, quand j'arrive au boulot, j'ai des soucis familiaux, j'ai des soucis professionnels, j'ai plutôt tendance à tirer une gueule d'enfer. Hein. Et comme mes adjoints, ils ont aussi des soucis familiaux, des soucis professionnels qui voient ma tête, ils tirent une tête d'hyper-enfer. Et puis comme les adjoints, ils ont aussi des soucis familiaux, des soucis professionnels, 2 couches de tronche d'enfer. On voudrait que l'employé de base, qualité, innovation, t'as le bonjour. Il est sous 6 couches. Et donc, le dernier, c'est là-dessus que je voudrais chuter vraiment, c'est exemplarité. Hein. Exemplarité, vraiment. Il y a aujourd'hui tellement de discours que la seule communication qui puisse être crue, c'est l'exemple. Hein, a donné l'exemple, il a donné l'exemple. Hein. Et je résume avec une belle phrase d'Albert Camus qui disait « Il y a 2 sortes d'efficacité. Il y a l'efficacité du typhon qui emporte tout sur son passage, et puis il y a l'efficacité de la sève qui fait pousser. Avec le taylorisme, avec Fayol, on a eu l'efficacité du typhon, on a fait dans le grossier, mais ça a bien marché. Maintenant, pour être sûr qu'on va pouvoir survivre face au choc du réel, on est obligé de passer à l'efficacité de la sève qui fait pousser, faire pousser en intelligence individuelle et collective nos collaborateurs et nos collaboratrices. C'est un boulot génial, c'est un boulot passionnant, c'est un boulot difficile, mais à l'évidence, je sais très bien que le CPA ne m'avait pas attendu pour savoir déjà tout ça. Donc bravo à vous et merci. Restez avec moi. Monsieur Sériex, excusez-moi de vous avoir bousculé un peu, mais je voulais m'assurer qu'on avait quelques minutes pour prendre des questions dans l'assistance. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou une question à faire. Épuisement ou consternation? Il y en a une, ça. Ah. D'abord, je veux vous féliciter, M. Sériex, parce que j'ai eu le plaisir de vous entendre il y a 25 ans dans votre passage parmi nous, dans les 104 dernières fois que vous êtes venu nous voir.
Et il y a une notion qui m'est restée depuis ce dernier 25 ans, que vous avez repris un petit peu ce midi. Vous nous aviez dit à ce moment-là, M. Sériex, que ce qui était important pour les dirigeants d'entreprise, c'était de s'assurer que les employés ne laissaient pas leur intelligence dans le stationnement. Je suis sûr que vous vous rappelez de cette expression-là. Et que, ne pas laisser l'intelligence au vestiaire. Exactement. Alors, vous voyez, on a bien retenu vos conférences toujours extraordinaires. Donc, félicitations, bravo, et on apprécie toujours de vous revoir, M. Sériex. Une petite question qui, je suis sûr, sera facile de réponse pour vous, M. Sériex. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vision du cadre d'enseignement idéal du management? Qu'est-ce qui devrait être changé ou repensé, dirais-je, pour permettre aux futurs dirigeants des entreprises de développer de bonnes compétences pour faire face aux nouvelles réalités que vous nous avez mentionnées au cours des dernières minutes que vous nous avez fait votre présentation? Merci, M. Sériex. Merci. Merci. Moi, je ne veux pas répondre sur ce qu'il faudrait faire au Québec, parce que plus j'y viens, plus je vois l'énorme différence avec chez nous. Donc, c'est vraiment assez spécifique et c'est un piège. Le fait que nous parlions la même langue peut faire croire que nous sommes très ressemblants. Ce n'est pas vrai. C'est d'ailleurs ce qui fait tout l'intérêt. Mais chez nous, vraiment, trois évolutions lourdes à mettre en œuvre. La première, c'est réussir à sortir de ce que nous appelons chez nous la machine à trier. La machine à trier, que j'évoquais tout à l'heure, c'est ceux qui veulent se moquer de notre système éducatif disent c'est l'organisation d'un naufrage pour repérer ceux qui savent nager. Un truc assez grave. Et notre système éducatif ressemble à une tour de distillation dans une raffinerie de pétrole. Tour de distillation, vous faites entrer en bas tous les jeunes, vous chauffez en dessous, et vous chauffez et sortent en tête de tour les légers, les propanes, les éthanes, les butanes, c'est-à-dire Normal Sup, Polytechnique et les NA. Le soutirage d'en dessous, un peu moins bon, ce sont les autres grandes écoles. Soutirage un peu moins bon, ce sont les universités. Soutirage un peu moins bon, ce sont les instituts de technologie. Soutirage un peu moins bon, ce sont les écoles professionnelles, comme l'école du cuir, l'école du tourisme, etc. En dessous, c'est l'apprentissage. Et au fond de tour, au fond, il y a tout ce qu'on n'a pas réussi à distiller, c'est-à-dire les bitumes, les lourds, les 140 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année sans rien. Et ensuite, toute la société française est organisée selon la hiérarchie de ses diplômes. Ça, vraiment, c'est le premièrement, si nous voulons véritablement éduquer des managers pour demain, réussir à sortir de ce système qui consiste à croire qu'on est une élite parce qu'on a réussi un examen. Ces examens réussis à 20 ans, 22 ans, 23 ans ont une vertu. Ils montrent qu'on a un bon QI. Mais les QI, c'est un tiers de l'intelligence. La générosité, l'écoute des autres, la capacité de faire émerger un projet, le charisme, tout ce qui fait qu'on est ou pas chef d'entreprise. Et ça deuxièmement, ça peut s'éduquer par beaucoup de stages, beaucoup de formations terrain, et surtout ne jamais nommer des gens au sommet à partir du diplôme qu'ils ont eu à 23 ans. Jamais. Il faut s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Et puis le troisièmement, je crois vraiment que il faut que dans le système de récompense des entreprises, ce qu'on appelle, nous Français, moins on parle anglais, plus on a d'anglicisme, bien sûr, ça nous permet on se fait croire qu'on parle anglais. Bon. Donc il n'y a pas de système de récompense, il y a des systèmes de reward. Bon, bien sûr. Et bien que dans le système de reward, on reconnaisse bien comme étant majeur
un élément majeur, un critère majeur, le fait qu'on est capable de faire avancer des équipes. On est capable de mettre en œuvre du management multiplicateur. Hein, et que c'est vital, parce que c'est la performance qui se fait à ce prix-là. Hein, voilà. Mais c'est chez nous. Hein, voilà. Merci beaucoup pour avoir participé à notre réflexion. Je suis sûr qu'on a plusieurs choses qu'on va retenir. Merci d'avoir participé à l'événement aujourd'hui. Merci à nos collaborateurs, nos partenaires qui contribuent à chaque fois au succès de nos événements. Pour continuer dans votre réflexion, ou pour contribuer à votre réflexion, vous avez sur la table la nouvelle revue qui est lancée aujourd'hui par HEC Montréal, qui devrait vous aider dans vos réflexions stratégiques. Finalement, j'ai le plaisir de vous inviter à la prochaine conférence Prestige qui va être donnée dans le cadre de la conférence internationale Tax Co-op. Et c'est dans le thème d'aujourd'hui, on va parler de concurrence fiscale internationale. Alors, comme participant aujourd'hui, vous allez avoir un courriel qui va vous demander d'évaluer la réunion d'aujourd'hui ou la conférence d'aujourd'hui, et vous aurez un code promotionnel pour avoir un escompte à la prochaine conférence Prestige. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être venus et bonne fin de journée. Merci.